Tu te souviens de Blade Runner 2049 ? On a toujours eu une relation très particulière avec Blade Runner. On avait quoi la première fois qu'on l'a vu ? 8 ans ? Tu te souviens ? On nous l'avait enregistré en PAL alors que le magnéto était en sécam. Ou le contraire, je sais plus. Du coup, il était en noir et blanc et il n'y avait même pas de son. Et pourtant, on l'a regardé. Encore et encore. On était fascinés. Et un jour, on a trouvé comment régler le magnétoscope. On est tombé amoureux de ce film. De cette ambiance, de cet univers, de cette musique. Putain, t'as même nommé ton vaisseau en hommage à ce film. C'est ce film qui a forgé notre vision du monde. C'est ce film qui nous a appris le sens de la vie. Mais qui a aussi conditionné notre vision de la mort et notre sens du sacrifice. Et si aujourd'hui on est accro au spleen, cette mélancolie lancinante qui te cogne à l'arrière du crâne, cette douleur qui te fait te sentir vivant, c'est à cause de Blade Runner. Du coup, on va pas se mentir, on est la dernière personne qu'il faudrait écouter pour avoir un avis objectif sur Blade Runner 2049. Qu'est-ce qui définit Blade Runner ? Son ambiance si particulière, son univers, le fait de parler uniquement de répliquants ou bien les thématiques qu'il abordait. Comment est-ce que le film allait trouver sa propre identité tout en gardant un lien de filiation avec le film précédent ? On se posait tellement de questions. Et pourtant, sur le papier, on était super chaud. Villeneuve à la réal, Roger Deakins à la photographie, Gosling, Ford et Robin Wright au casting. Et pourtant, on avait du mal à se laisser aller. Et quand on est sorti du film, on savait pas quoi en penser. Presque prostré, on refusait d'en parler avec d'autres gens. Et comme si on se refusait d'avoir un avis, en fait. Mais moi, là, vu que t'es occupé, je vais te dire ce qu'on a pensé du film. On va pas épiloguer 400 ans, le film est beau. Ça, oui. Il fallait pas se rater, et ils s'en sont très bien sortis. Le travail sur le son est super aussi. Mais ils commencent à surexploiter les gros effets de basse. C'est les mêmes que dans Arrival. Ils ont bien compris que c'était très efficace. Ça commence à devenir un gimmick. Niveau acting, c'était bien. Avec quand même un gros bémol pour Jared Leto. Enfin, surtout son personnage. Faussement profond, mal écrit et puis vraiment ridicule, quoi. Tyrell était bien plus marquant. Lui, j'avais juste envie de l'encastrer dans un mur. Mais tout ça, on s'en fout. Ce qui est vraiment louable avec Blade Runner 2049, c'est qu'il a sa propre identité. Ils auraient pu se contenter de reprendre l'esthétique et l'ambiance du premier Blade Runner, celui d'un film noir, quoi. Mais non. Déjà, esthétiquement, le film, il est complètement différent. Le point qui m'a vraiment marqué, c'est que mine de rien, ça se passe énormément de jours. Alors que dans Blade Runner, c'était la nuit constante, à part une ou deux fois, notamment lors du test de Voight-Kampff chez Tyrell. Et là, je peux que les féliciter. C'est un choix assez fort, je trouve. Parce qu'évidemment, il n'y a pas plus opposé que le jour et la nuit. Donc on est face là à la représentation absolue de cette volonté qu'a 2049 de se détacher du premier film. Même si évidemment, on garde certains aspects du film originel, avec les voitures volantes, les publicités géantes, etc. Mais disons que je trouve qu'ici, ça tient plus de la citation au film précédent, et que ces éléments, ils sont bien moins ancrés dans l'univers. En fait, pour moi, ce qui définit l'univers de ce nouveau film, c'est plus une certaine froideur. Alors, je qualifierais pas Blade Runner de chaud, il pleuvait les 3/4 du temps. Mais en tout cas, c'était plus gourmand. Ça foisonnait, il y avait de tout, partout, dans les rues, dans l'appart de Descartes. C'était dégueulasse, ça suintait. Ici, on est beaucoup moins dans ce registre. Il est beaucoup plus épuré, il y a une vraie impression de vide dans ce film. Que ce soit dans l'appart de K, dans le bureau de la commissaire ou évidemment dans les bureaux de la Wallace Corporation. Et même quand il se retrouve dans la décharge en dehors de la ville. Alors oui, il y a de la ferraille partout et les gens sont en guenilles. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on est face à une saleté et à un désespoir qui est plus clinique. Et j'arrive pas à savoir si c'est dû à la direction artistique ou à la photographie, ou si c'est pour des raisons technologiques. Bah oui, parce que 2049, c'est de la HD 4K ultra digital machin mes couilles. Mais c'était pas le cas pour le premier film. Et si t'ajoutes à ça le fait qu'on a passé les 17 premières années de notre vie à regarder ce film sur VHS, avec la bande qui s'abîmait et l'image qui devenait de plus en plus oppressante et sombre, c'est sûr que ça a joué sur notre ressenti. Et la vérité, c'est que même s'il y a plein de choses que j'ai aimées, il y a un truc qui fonctionne pas. C'est un film qui a beaucoup de qualité et il y a clairement des scènes marquantes. Je peux pas dire le contraire, et il laisse pas indifférent. C'est déjà pas mal. Mais après y avoir longuement réfléchi, je pense que j'ai pas particulièrement aimé Blade Runner 2049. J'ai pas détesté non plus, je sais pas. Et si je m'auto-analyse de la manière la plus honnête possible, je crois qu'il était impossible pour ce projet d'accoucher d'un film qui allait me plaire. Mon attachement à Blade Runner, il est bien trop fort. Et de base, j'étais vraiment tiraillé entre cette envie naturelle d'avoir plus de Blade Runner dans ma vie et cette réflexion évidente qui est: à quoi bon faire une suite à Blade Runner ? Blade Runner est d'une telle perfection, et ça c'est un avis tout à fait personnel, donc à relativiser, qu'ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient, j'aurais trouvé quelque chose à redire. Du coup, mon avis sur Blade Runner 2049 est peut-être le moins pertinent de la galaxie. Déjà, tout ce que j'ai dit concernant la forme du film, le fait que ça se passe de jour, la direction artistique épurée, même si je reconnais la qualité et l'intérêt de la chose, moi, mon premier réflexe, ça a été simple,
Ça, c'est pas mon Blade Runner. Et c'est uniquement parce que pour moi, l'ambiance et l'aspect visuel du premier film est indissociable de l'appellation Blade Runner. C'est un tout, une monade au sens de Leibniz, indivisible et cohérente. Du coup, pour répondre à ma question, faire une suite à Blade Runner n'avait aucun sens. Et le plus gros problème de Blade Runner 2049, c'est justement son lien scénaristique avec le film précédent. Pourquoi d'un côté différencier 2049 aussi fortement au niveau de la forme, lui donner sa propre identité, si c'est pour au final en faire une suite directe au niveau de l'histoire? Ce film aurait énormément gagné à se détacher aussi sur cet aspect-là. Pas de Descartes, pas de Rachel, de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, pourquoi pas même un nouveau lieu, avec quelques références, je dis pas. Et là, ils auraient été au bout de leur démarche. Mais non, il faut absolument qu'on continue l'histoire précédente. Comme s'il y avait encore quelque chose à dire. Mais c'est pas le cas. Blade Runner, il se finissait parfaitement. Un mystère restait sans réponse quant à la nature de Descartes et l'avenir de Rachel, qui suscitait en nous des sentiments complexes et forts et qui laissait libre cours à notre interprétation. Et puis surtout Roy, qui nous donnait une vraie leçon d'humanité en sauvant Descartes, au lieu de céder à la vengeance aveugle. Car rappelons qu'il avait tué Pris, la femme qu'il aimait, 5 minutes avant tout de même. Plus humain que l'humain, avait dit Tyrell. Eh bien, m'est avis qu'il avait réussi. Cette histoire était close. Mais non, on veut toujours en faire plus. Et là, pour le coup, je suis vraiment en colère contre ce film. C'est quoi cette manie de vouloir donner une dimension globale, sociétale aux événements de Blade Runner ? Pourquoi foutre toute cette histoire d'un enfant hybride, ou pas, vu qu'on n'est pas sûr pour Descartes, qui représenterait un espoir pour les réplicants ? Pourquoi foutre ce groupuscule de libération des réplicants qui tombe comme ça d'un coup, sans que ça éveille chez nous le moindre intérêt ? Merde, dans Blade Runner, c'était pas l'histoire avec un grand H qui se jouait. C'était une histoire à l'échelle de ces personnages. Des désespérés et des parias qui cherchaient juste leur place dans ce monde. Et pourtant, on avait le sentiment que le destin du monde dépendait de leur réussite ou non. Leur quête, de par son essence, sa noblesse, donnait naturellement un caractère grandiose et universel à l'histoire, malgré son cadre restreint. Alors que dans 2049, le film passe son temps à te dire que tout ceci est très important. Que la société risquerait de s'effondrer si les réplicants devaient y avoir une autre place. Mais à aucun moment on y croit vraiment. Et sincèrement, ça alourdit le film. Toutes ces histoires qui s'entremêlent, c'est trop. Donc K enquête sur Descartes, Rachel et un enfant robot Jésus, mais il a aussi les souvenirs de l'enfant robot Jésus, tout en sachant que ce ne sont pas les siens, mais au final, il finit par se poser la question. Il y a Wallace qui pense être Dieu, Bouddha et le Goldplachnisvik réunis, qui chapeaute tout ça via son assistante réplicante elle aussi, mais avec un fort sentiment d'infériorité et qui cherche à prouver ce qu'elle vaut. Mais attention, n'oublions pas que K est amoureux d'une intelligence artificielle et qu'en même temps, il y a une prostituée du groupuscule de libération des réplicants qui cherche à en savoir plus sur lui pour le rallier à leur cause. Ah, et il y a aussi la commissaire qui protège K et qui l'aime bien. Et pour le coup, Descartes, lui, il voulait juste qu'on lui foute la paix parce qu'il voulait protéger son gosse, etc., etc., etc. Rien dans tout ça n'est fondamentalement mauvais, c'est même plutôt des bonnes idées. Mais il y a un moment où il faut faire un choix pour bien traiter tes sujets. Et là, moi, je trouve que malgré les 2h40 de film, comme c'est hyper touffu, rien de tout ça n'est traité profondément. Un comble pour un film qui a cette qualité de prendre son temps. Malheureusement, peut-être un petit peu trop, puisqu'au point d'être un poil ennuyeux par moments. Et le film n'avait pas besoin de tout ça pour être intéressant. Par exemple, le fait que K soit amoureux de cette IA, qu'elle lui rende ses sentiments, et que finalement on finisse par se poser la question puisqu'il semble qu'elle soit programmée pour être la plus persuasive possible et adaptable. L'IA devient au répliquant ce que le répliquant est à l'homme. Un outil pour combler une forme de manque. Et en plus, on est dans une relecture plus moderne du mythe de Blade Runner. Bah oui, parce que les intelligences artificielles, c'est davantage ancré dans la période de création du film, puisque c'était le début de leur apparition. Alors que dans les années 80, on était bien plus sur du robot classique. Le fait qu'en 2049, ce soit des réplicants qui traquent d'autres réplicants. Ça aussi, c'est intéressant. Ça replace le réplicant dans une logique humaine, parce que le réplicant devient un loup pour le réplicant. Alors même qu'il n'est pas libre, qu'il est toujours un esclave, puisque les Nexus 8 obéissent au doigt et à l'œil aux humains. Tout ça, rien que ces deux idées principales, suffisaient largement à faire un excellent film qui aurait eu le temps d'explorer ces thématiques. Par exemple, tu gardais l'histoire d'un Blade Runner réplicant qui devait chasser ses congénères, amoureux d'une IA, ses cibles t'en faisaient des personnages très différents, avec une histoire particulière à chaque fois, pourquoi pas sous la forme d'un film à sketch. Tu gardais l'ADA, l'ambiance, et voilà. J'insiste, le film n'avait pas besoin d'être lié au premier scénaristiquement. Et surtout qu'en plus, ils ne sont pas contentés de faire une simple suite, non. Ils ont potentiellement impacté l'histoire du premier film. Ouais, parce que les événements de 2049 donnent une nouvelle grille de lecture au premier film. Ce qui m'a vraiment énervé, c'est ce que Wallace dit à Descartes dans son bureau. Il lui dit un truc du genre « Et si ta rencontre avec Rachel était préméditée pour créer cet enfant ?» Je me souviens plus des mots exacts parce que le personnage m'a tellement saoulé pendant tout le film. Cette scène avec le retour de Rachel,
c'était absolument grotesque. Là, on est dans la même démarche qu'avec Alien, où Ridley Scott essaye de rebooter la mythologie de ses films. Ne touchez pas à Blade Runner. Pourquoi rajouter des choses là où il n'y en a pas besoin? Blade Runner, premier du nom, n'a rien à voir avec la naissance d'un futur messie. Ce n'était pas le sujet. Et ce chef-d'œuvre n'a absolument pas besoin de ce rajout forcé. Clairement, si 2049 m'a pas plu, c'est pas parce que c'est un mauvais film. Il a des défauts, c'est sûr, mais dire que ce soit mauvais, ce serait abusé. J'ai vu le premier film quand j'avais 8 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. J'avais aucun moyen de partager cette fascination avec quelqu'un d'autre. Et tout le monde s'en foutait de Blade Runner. Surtout les gosses de mon âge. Du coup, je me suis complètement approprié ce film. J'avais l'impression d'être la seule personne au monde à aimer et à connaître ce film. Et c'est pour ça que toi et moi, on sait ce qui définit à 100% Blade Runner, hein? Ce qui définit Blade Runner, c'est la souffrance. Une douleur mise en exergue au sein même de son récit, mais également une douleur qui a marqué son histoire, lors de sa production chaotique, lors de sa sortie et de la réception catastrophique du public, et le combat qu'a dû mener le film pour s'imposer comme une référence dans la conscience collective, de festival en festival, par le bouche à oreille pendant plus de 10 ans après la sortie du film, et une forme de solitude face à un public qui ne comprenait pas l'œuvre ou qui se refusait à la comprendre. Et ça, ce vécu, si j'ose dire, ça ne peut que profondément imprégner l'œuvre et les spectateurs qui s'y ont intéressés un tant soit peu. Blade Runner était une anomalie. Une anomalie telle que seul le destin peut produire grâce à un incroyable concours de circonstances. Ce moment rare où chacun va se surpasser créativement pour donner naissance à quelque chose d'unique. Et Blade Runner 2049 ne connaîtra jamais cette souffrance. Alors oui, il n'a pas fonctionné au box-office. Mais il n'a pas connu une production particulièrement problématique. Il est sorti en grande pompe, à grand renfort de marketing, avec des conneries de courts-métrages diffusés en amont sur le net et une stratégie de com optimisée, réfléchie et alimentée par des études d'opinion. Et aussi joli, car il l'est, et aussi intéressant qu'il soit, et il l'est aussi. Blade Runner 2049 n'est pas le fruit d'une souffrance créative et d'une volonté artistique pure partant de zéro. Il reste un produit créé à une époque où l'on cherchait davantage à surfer sur les gloires du passé, plutôt qu'à chercher ce qui pouvait marquer profondément le présent. Du coup, malgré ses qualités, je pense pas que Blade Runner 2049 deviendra un chef-d'œuvre. Un bon film, oui, et c'est déjà pas mal. En tout cas, il y a bien une chose sur laquelle les deux films se retrouvent. C'est quels qu'a été nos actes, quelle qu'a été la profondeur de nos sentiments, quelle qu'a été la grandeur de nos opinions et de nos sacrifices. Qui que l'on ait été, à la fin, on meurt toujours seul. Le hasard fait bien les choses, à moins que cela ne soit la destinée. Les phéromones émises par la moutarde arquilienne sont un puissant antipoison. Par sa seule présence, ce touriste m'avait sauvé la vie. Je ne savais pas quel allait être mon destin, mais si l'on meurt seul, j'avais au moins trouvé un nouvel ami.